Hello à tous, salut Julien, comment vas-tu? Bien, merci et toi Arnaud. Écoute, ça va, je suis vraiment très content de retrouver le chemin du studio. Je t'avoue qu'en janvier-février, j'ai laissé mes associés Mathieu Stéphanie, Augustin Sayer et Thomas prendre un peu le relais. Et je me suis remis dans les deals. J'ai rencontré plein d'entrepreneurs et on a 2-3 deals en cours, donc très content de ce mois de mars et de ce premier trimestre. Avec OVNI Capital, nous, on a levé 50 millions en 730 jours. Et, et en fait, Bravo. c'est une des rares fois où j'ai quelqu'un face à moi qui a levé 770 millions en 770 jours, À peu près. à peu près. Et donc, je suis vraiment très heureux de te rencontrer. Donc, pour les gens qui nous écoutent et qui ne nous voient pas, je suis avec Julien Belliato, qui est un des cofondateurs d'Electra. On se disait juste avant de lancer l'enregistrement que Mathieu avait reçu ton associé. Et donc, je suis très content sur ce podcast OVNI de pouvoir parler de votre aventure assez incroyable, dont je suis client depuis peu, détenteur d'un bel idée buzz électrique. Et donc, je viens régulièrement sur les bornes Electra prendre mes recharges. J'espère que ça s'est toujours bien passé pour toi sur le réseau Electra. Ouais. Et merci pour l'invitation. Magnifiquement bien, meilleure expérience client. Et écoute, je vais pas être très original. La première fois qu'on s'est rencontrés, je t'ai dit, écoute, moi je suis dans un vibe, dans un mood où je veux rencontrer des entrepreneurs sympas, échanger avec eux et élargir un peu ma surface de chance. Et tu avais eu la gentillesse de me parler de ton parcours. Est-ce que tu veux bien, pour tous les gens qui nous écoutent, te présenter et nous dire qui tu es? Oui, bien sûr. Donc, je répète mon nom, donc Julien Belliato, j'ai 40 ans. Je suis ingénieur. Donc, j'avais fait l'école Centrale Paris il y a 17 ans maintenant. Donc, quelques années d'expérience. Et j'ai travaillé quasiment exclusivement dans le secteur de l'énergie et l'infrastructure. J'ai commencé par faire du grand groupe. J'ai passé 8 ans chez Veolia, dans la filiale énergie, au Canada. Et en fait, depuis le début, je sais que tu y reviendras après avec certaines questions, la transition énergétique, l'impact environnemental via le monde physique tangible, c'était une des guidelines que j'ai eues via tout au long de ma carrière à travers mes choix. Et chez Veolia, je travaillais sur des gros projets d'infrastructure, construction d'hôpitaux notamment. Après ça, quand j'ai eu la trentaine, je suis retourné aux études. Et j'avais envie de rebattre un peu les cartes pro-perso. Est-ce que je reste en Amérique du Nord? Est-ce que je vais en Asie? Est-ce que je rentre en Europe? Et j'ai fait un MBA à l'INSEAD, qui était une année extraordinaire d'ailleurs, qui a permis de se poser plein de questions. Donc quand j'avais 31-32 ans, et ça m'amène en 2017. Et après ça, j'ai fait un peu de conseil en stratégie chez Bain & Compagnie à Paris. Donc je suis parisien depuis 7 ans maintenant. Et après, j'ai voulu retourner dans l'industrie et l'énergie. Et à l'époque, pour faire simple, je pense que j'élaborerai sur la question d'après. Je voulais garder cette composante énergie, infrastructure, mais y ajouter de l'innovation, des cycles d'affaires plus courts, de la technologie, changer un peu la donne. Et à l'époque, aujourd'hui toujours, mais à l'époque, la recharge de véhicules électriques cochait toutes les cases. C'était un secteur dynamique, plein d'innovation. Donc tu voulais faire la même chose en mieux et avec un tempo beaucoup plus rapide que ce que tu pouvais vivre chez Veolia, Dalca ou même des structures comme Bain, c'est ça? Ouais, c'est un peu comme ça. C'est un peu ça l'idée. Mais d'abord, avant de cofonder Electra, du coup, j'ai rejoint le monde de la mobilité électrique et de la recharge en particulier, en rejoignant une société qui s'appelle Allego, qui est un opérateur de borne aussi. Et en fait, le secteur m'a passionné beaucoup plus que ce que j'avais anticipé. Ok. En revanche, ça faisait un moment que je voulais entreprendre. Je trouvais qu'il y avait des choses différentes, nouvelles, plus claires, un business model plus clair, plus axé sur la tech à faire. Et au bout d'un moment, j'ai décidé de cofonder Electra et ça fait maintenant 4 ans. Donc à 36 ans, je crois que c'est le bon âge a priori pour entreprendre parce que tu as suffisamment d'expérience acquise dans tes métiers précédents. Et encore, je pense, beaucoup d'énergie et de choses à apporter, d'impulser. Il n'y a pas d'âge pour entreprendre, mais je crois que toutes les stats le montrent qu'entre 35 et 40 ans, généralement, c'est des bons vintage d'entrepreneurs. Ouais, j'ai trouvé que c'était un bon âge, oui. C'est aussi une histoire de rencontre. Moi, je connaissais en tant qu'investisseur, angel, dans l'écosystème, l'aventure Cheers, Antoine Lecomte, Aurélien Demeaux, et peut-être j'ai perdu le nom du troisième associé.
Comment J'étais 2. Ils étaient que 2, ok. Comment toi, tu as rencontré tes associés? Comment vous avez... Moi, j'essaye que ce podcast soit aussi quelque chose où les gens apprennent. Comment vous avez décidé de vous associer? Combien de temps ça a pris? Est-ce que vous avez étudié vos personnalités? Est-ce que vous avez fait tous les scénarios de qu'est-ce qui se passe s'il y en a un qui part? Enfin, tu vois, c'est pas un engagement anodin. À quel moment tu as basculé? Tu t'es dit, j'ai envie de passer les 15 prochaines années de ma vie avec ces gens-là? Ah oui, 15 ans. Non, mais très bien. Ok, je vais raconter ça. Alors, de mon côté, la séquence était donc quand j'étais déjà dans le secteur, chez Allego, je voulais vraiment entreprendre. Et je réseautais, en fait, pour réfléchir au modèle, pour rencontrer des gens qui auraient envie de faire quelque chose avec moi, comme font beaucoup d'entrepreneurs. Et en fait, à un moment, j'ai eu un petit WhatsApp d'un ami qui était professeur à l'IFP Énergie Nouvelle, qui était le professeur d'Augustin. Augustin a 10 ans de moins que moi. Donc, lui était étudiant et moi, j'étais déjà dans le secteur et j'ai envie de faire quelque chose de nouveau. Et on s'est rencontrés, donc ça, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, ça devait être en août ou septembre 2020. Et en discutant avec Augustin, moi, j'avais différentes idées en tête et je trouvais que la sienne, qui correspondait, il y avait une surface qui correspondait à ce à quoi j'avais pensé, était, en gros, pour faire simple, l'idée de départ, c'est beaucoup d'acteurs s'occupent de la recharge lente en zone publique, en zone urbaine. Beaucoup d'acteurs s'occupent de la recharge rapide sur autoroute. Par contre, personne ne s'occupe de la recharge rapide en ville. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant, et on en parlera certainement après, parce que c'est compliqué d'un point de vue infrastructure, architecture, et aussi d'un point de vue software. Donc ça m'a plu. Donc je me suis dit, il faut y aller. J'ai envie, maintenant, comme tu disais, j'ai 36 ans, c'est le moment, c'est un secteur qui me passionne, ça coche les cases de ce qui va me passionner, donc j'ai envie d'y aller. Et à ce moment-là, moi, de mon côté, ce que je me suis dit, c'est, j'ai pas mal d'expérience industrielle. J'ai un réseau qui est pas mauvais, mais pas non plus hyper français, parisien, puisque j'avais passé quasiment les 10 ans précédentes à l'étranger. Et je voulais vraiment trouver un troisième cofondateur. De mon côté, c'était vraiment ça mon point de vue, qui a déjà entrepris, qui a un réseau parisien et qui connaît très bien le produit et la tech, le software, qui est quelque chose que je ne connaissais pas à l'époque. Et en réseautant avec Augustin. C'est même plutôt le réseau d'Augustin d'ailleurs, avec des amis d'amis. On a rencontré pas mal de personnes. Et le jour où on a rencontré Aurélien, ça devait être... tu me demandais d'être spécifique, ça devait être pas longtemps après, ça devait être en novembre, donc au bout d'un mois et demi, on s'est rencontrés, on s'est vus tous les trois dans une salle de réunion pas loin de chez Cheers. Okay. Et là, on s'est dit, les planètes s'alignent. Aurélien a toute l'expérience que je décrivais avant, les personnalités fonctionnent bien, et très honnêtement, on a dû se voir une fois 1h30 pour faire un atelier, peut-être une autre fois pour se connaître un peu mieux, et peut-être 4 heures d'échange au global. En fait, la chimie était là, ça fonctionnait bien, et on s'est dit, on démarre. Et on a démarré Electra juste après, en fait. Et c'était parti? Ouais, absolument. On n'a pas fait, comme tu disais, de tests de personnalité, on a senti que ça fonctionnait bien, que les planètes étaient alignées, et on y allait. Ouais, absolument. C'est intéressant. Je te montrerai tout à l'heure, après l'épisode, moi j'ai fait les scorecards de l'équipe OVNI. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand tu fais les scorecards et que tu fais les graphes, tu vois à quel point on est hyper complémentaires, Augustin, Thomas et moi. Je me dis, c'est intéressant de le faire avant plutôt qu'après. En tout cas, quand j'investis, c'est des trucs que je commence à faire un peu plus. C'est quoi la proposition de valeur d'Electra pour les gens qui nous écoutent? Moi, je la connais un peu. Et en quoi vous vous distinguez au-delà d'effectivement ce positionnement ville, recharge rapide, etc., des autres acteurs? Alors, déjà pour préciser un tout petit peu, puisque certains doivent savoir comment on fonctionne, mais je précise un tout petit peu. Nous, on est chez Electra, le business model, c'est on déploie un réseau de stations de recharge rapide. Donc rapide, c'est 15-20 minutes en fonction des véhicules. Et c'est des stations qui sont ouvertes au public. Elles sont toutes ouvertes au public. Donc nous, on trouve des mètres carrés, des places de parking, on investit et on opère la station, on la gère sur la durée. Donc, comme tu me posais la question, en fait, il y a pas mal d'acteurs qui font ça. Il y a des acteurs qui viennent du monde de l'énergie, il y a des acteurs adossés à des fabricants automobiles comme Unity ou Tesla. Et nous, on est un pure player. On fait que ça. Et là, il y a déjà beaucoup moins de monde. Donc, le fait de faire que ça fait qu'on a une excellence dans la sophistication du produit, dans la fiabilité et dans l'expérience. Alors, le premier point différenciant, qui est une façon de décrire la proposition de valeur, comme tu as commencé à le décrire, c'est qu'on a décidé de s'attaquer principalement aux zones urbaines, périurbaines. Donc, on fait aussi un peu d'autoroute, je crois que tu as testé d'ailleurs. Ouais. Mais on fait principalement aux zones urbaines, périurbaines. Et ça permet de répondre aux besoins
à la fois des particuliers, donc B2C, qui n'ont pas de solution pour se charger à la maison. Et en fait, il suffit de regarder le nombre de véhicules garés dans la rue la nuit, pas seulement à Paris, mais dans toutes les métropoles européennes, pour voir qu'il y a une solution spécifique à la zone urbaine. Ou B2C, pour les professionnels. Il faut penser aux taxis, VTC, ou au last mile delivery. Il y a vraiment un besoin dans les zones urbaines. Donc, première proposition de valeur, c'est les emplacements. Proposition de valeur ensuite, qui va très bien avec l'emplacement urbain, c'est l'expérience utilisateur qui est très soignée. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de charger, ça peut être compliqué. C'est-à-dire, on ne sait pas s'il faut charger utiliser une carte de crédit, une application, un badge, combien on va payer. Si je peux juste apporter le témoignage pour être un récent utilisateur de véhicules électriques, au début, tu es quand même un peu stressé. Tu calcules et tout. Et en fait, tu te retrouves des fois à aller scanner des QR codes. Tu arrives sur un site. Sur un site, tu as la pop-up que je connais bien, des cookies. Quand c'est pas Acceptio, la pop-up des cookies bouffe tout ton écran quand tu mets ta carte bleue. Enfin, en fait, tu peux avoir des expériences utilisateurs où c'est quand même très compliqué versus effectivement vous, où on sent le côté produit, etc. Où hop, tu scannes, bim bam, et c'est fait en 3 clics. Exactement. Ça marche, quoi. Et d'ailleurs, sur les 235 personnes qui achètent Electra aujourd'hui, il y a environ 40 personnes qui font du produit, du logiciel. Okay. Donc l'expérience est soignée de bout en bout. Et la partie logicielle, l'application, je vous invite à l'essayer. Donc allez vous charger si vous pouvez. Elle est très soignée. Et le maître mot, c'est la simplicité. Il faut que ce soit simple, fluide, de bout en bout. Et toi, avec ton background tech, ingé, quelle approche t'as mis en place avec tes équipes pour justement optimiser la vitesse de charge, réduire la latence, comment t'anticipes l'évolution des standards? Enfin, tu vois, c'est quoi on va dire, qu'est-ce qui t'occupe au quotidien? Oui, je comprends. Alors, sur la façon de construire l'infrastructure, parce que ça démarre par une infrastructure qui est bien conçue, bien sécurisée, et ensuite, il y a la partie software, logiciel qui fait beaucoup la différence, comme tu le mentionnais avant. C'est déjà bien choisir les bornes, hein, pour être bien clair, les bornes, on les fabrique pas, on les achète. Donc il a fallu faire très attention à la bonne qualification du produit qui correspond à ce qu'on veut en termes de puissance et en termes d'interface logicielle. Donc on est très content de notre fournisseur principal et nos différents fournisseurs et ça a été un point clé. Ensuite, il suffit pas de poser les bornes, il faut s'assurer que l'infrastructure en amont est bien faite. Donc c'est des raccordements au réseau, hein. Contrairement aux stations-service où on met des réservoirs et les camions viennent, là il faut être raccordé au réseau, sinon il se passera pas grand-chose. Et donc il faut dimensionner le raccordement au réseau de la bonne façon, mettre en place les transfos, l'équipement électrique de la bonne façon. Et typiquement, en comparaison de, pas mentionner, mais de pas mal de compétiteurs, nous on dimensionne bien. Ça veut dire que avant que le raccordement ou le transfo soit trop petit par rapport à la puissance acceptée par les véhicules, il va se passer de nombreuses années, voire ça n'arrivera jamais. Ah, parce que sur certains endroits où tu recharges, tu penses que c'est le cas? Ouais. Okay. Sur certaines stations, il y a beaucoup de points de charge, par exemple. Okay. Quand il y a beaucoup de voitures en même temps, la puissance max n'est plus disponible puisque la puissance est partagée à travers tous les points de charge. Ça, c'est de la subtilité un peu technique. Ouais, mais nous, on a décidé de monter la puissance en moyenne par rapport au marché, par rapport aux besoins de points de charge. Voilà. Et en fait, aujourd'hui, on considère d'ailleurs que, alors c'est du 400 kW qu'on déploie par borne. Donc les tout meilleurs véhicules très chers prennent 300, 320. En général, quand on a 120, 150, 180 kW aujourd'hui, c'est déjà très bien, mais la puissance va monter parce que les batteries s'améliorent. Donc on considère que notre infrastructure elle est future-proof pour au moins 10-12 ans. Bon, et puis après, pour ce qui est, tu parlais de latence sur la tech, j'imagine, sur l'application. Ouais. Alors là, c'est un sujet que je connais moins bien. Ok. Mais l'équipe tech elle gère ça et c'est sûr que c'est une des grandes priorités parce qu'il n'y a rien de plus désagréable quand on scanne un QR code comme tu disais avant d'attendre même 10 secondes c'est trop long quoi. Voilà. Ouais, ou même je donne cet exemple de t'as scanné ton truc, t'as lancé, tu vas à la machine à café, etc. et finalement le truc tourne en boucle et tu sais plus où t'en es dans ta recharge, machin, enfin, alors que c'est quand même intéressant d'avoir en temps réel où t'en es dans ta recharge, pouvoir l'arrêter, etc. Enfin, l'expérience utilisateur est vraiment importante. Et sur la partie intelligence embarquée, du coup, dans les bornes, la data collectée, justement, pour améliorer cette expérience utilisateur, et il y a peut-être un enjeu de renta. Comment tu travailles, comment vous réfléchissez? C'est quoi
Alors, Je rentre vraiment dans la technique, hein, mais je pense que c'est ce qui va intéresser aussi les gens qui nous écoutent. ouais, non, mais c'est une super bonne question. Comme je disais tout à l'heure, les bornes, on les achète. Donc en fait, le logiciel, le software, le firmware des bornes, l'OS des bornes, c'est pas nous qui le faisons, ce sont les fournisseurs. Mais dès le début, et encore plus aujourd'hui, parce qu'on est plus établi, et notamment comme un acteur assez affûté sur la tech, on travaille avec eux sur les évolutions de ce software. Par contre, ce qu'il faut imaginer, c'est que les bornes, une fois qu'elles sont posées, c'est un peu comme des muscles qui sont connectés à un cerveau. Et le cerveau qui permet de piloter l'ensemble des bornes, du réseau, on appelle ça un CPMS, un Charge Point Management System, un back-end. Et ça, on a fait le choix depuis le tout début d'avoir le nôtre. Donc nos software développeurs l'ont développé, le maintiennent au quotidien. Et ça permet de faire un peu, d'être au plus près de la vie quotidienne des stations, de comprendre vraiment très bien ce qui se passe. Et donc typiquement, je sais que tu as peut-être des questions. Après, il me semble que tu as des questions sur le load balancing. Il y a différentes, par exemple, stratégies de load balancing. Tu peux faire du fair share. Donc tout le monde a la puissance moyenne disponible, ou alors c'est premier arrivé, premier servi. Et toute cette intelligence de distribution de l'énergie qui permet de satisfaire le client et aussi à la fin d'optimiser la rentabilité, elle se fait surtout via le back-end. Okay. Et donc la remontée de data qu'on utilise pour améliorer notre produit, elle est quotidienne. Et l'amélioration du produit, de la roadmap produit, que ce soit sur de la robustesse du back-end, sur l'amélioration des fonctionnalités de l'application. Comme tu disais tout à l'heure, si par exemple il y a un ralentissement, on va le voir tout de suite et on va tout de suite corriger le bug. Donc ça, tu monitores et tu as de la remontée temps réel sur ces sujets-là. Ok. Ouais. Absolument. Et on a même des astreintes dans l'équipe tech 24/7 pour s'assurer que s'il y a un bug, on le corrige le plus rapidement possible. Ok. Ah, c'est marrant, ça me rappelle vraiment notre ancien métier dans le data center. Finalement, nous, avec Neo Télécom, on a un réseau d'une dizaine de data centers où tu avais des problématiques, accès à l'électricité, redondance de la fibre, astreinte, parce que le jour où tu as des serveurs qui sont par terre, etc. Donc, exactement, c'est similaire dans l'infrastructure et il doit y avoir beaucoup de points communs. Et j'ai quitté ce monde-là en 2015, donc ça me rajeunit pas. En milieu urbain, moi, je me suis rechargé typiquement, je crois, sur un parking, pour pas les citer, d'une fameuse chaîne de hôtels-restaurants type Campani, là, je crois, c'est ça. C'est possible. C'est quoi les défis liés à l'installation de ce type de station en milieu urbain? Parce que j'imagine que ces zones-là doivent être très courtisées. Ils doivent faire des espèces d'appels d'offres. Comment ça se passe? Comment tu décides? C'est une question que je t'avais posée la première fois qu'on s'est rencontrés. Ah tiens, à Montpellier, près d'Arène, je vais venir me mettre là. Voilà, comment ton équipe et toi, vous réfléchissez là-dessus sur ce dessin du réseau, un peu comme nous, opérateurs, historiquement, on mettait des points de présence, on mettait des data centers, on regardait des routes Internet, on faisait du load balancing pour optimiser tout ça. Comment vous réfléchissez à tout ça? C'est une super bonne question. En fait, avant tout, il faut comprendre qu'on a développé un outil en interne qu'on a appelé Network Planning, qui prend en compte de la data, soit qu'on achète, soit qui est public. Par exemple, les flux des routes aux alentours ou la compétition déjà présente. Et ensuite, on a un modèle qui permet de prévoir la quantité de kilowattheures, donc l'énergie capturable, parce qu'on fait des hypothèses de part de marché, etc. Et donc, il y a un potentiel en fonction des zones, il y a un potentiel. Évidemment, on a besoin de ça parce qu'on est quand même dans un modèle d'investissement infrastructure. Et donc, il faut prendre une décision d'investissement éclairée. On connaît un CAPEX moyen, on connaît les OPEX. On verra au bout de quelques années ce que ça donne. Pour l'instant, on est complètement en ligne avec ce qu'on avait prévu. Et il faut prévoir les lignes de revenus. Donc, en fait, on a cet outil analytique qui permet de qualifier une zone. Et après, plus spécifiquement en termes de go-to-market et de développement commercial, il y a plusieurs verticales, plusieurs façons de faire. Il y en a une qui est hyper précieuse parce que ça permet de choisir un par un. C'est l'approche SMB, donc Small Medium Business. Donc là, ça peut être des franchisés, des propriétaires d'hôtels qu'on va voir un par un, les appels, etc. Il y a aussi les grands comptes. Donc aujourd'hui, on a des partenariats, par exemple, avec Deleuze en Belgique ou Indigo, Vinci sur les autoroutes. Donc ce sont des grands groupes qui produisent des appels d'offres auxquels on répond et donc sur lesquels on est mis systématiquement en compétition avec beaucoup de monde en général. Et ensuite, il faut être le meilleur sur le produit, le loyer, etc. J'ai une start-up, s'ils nous écoutent, ils vont être contents, que je peux te recommander sur les gains d'appels d'offres.
qui a fait un soft un peu verticalisé pour gagner les appels d'offres. Ça s'appelle Synkeo. Okay. Et les mecs sont vraiment bons. Faut que j'attende un peu avant de sortir notre épisode. Ils sont en train de lever et c'est pas encore bouclé, mais vraiment je suis allé tester leurs produits et quand tu te mets dans la peau d'un acteur comme toi ou d'autres dans les télécoms et autres qui ont besoin de produire des appels d'offres, de répondre et tout, ça marche plutôt bien. Avec plaisir. Vous avez levé donc 770 millions, je le disais. C'est impressionnant, 15 fois la taille de notre fonds. Merci. Est-ce que tu peux me raconter un peu les étapes de cette levée de fonds ? Toi, c'est pas forcément un exercice en plus auquel tu étais rompu, contrairement à ton associé. Mm-hmm. Comment on apprend à cette vitesse de la lumière finalement ? Comment tu as fait pour monter en compétences rapidement et rassurer finalement vos partenaires financiers ? Je pense, pour répondre de manière très générale à cette question-là, et si tu veux, je pourrais donner un petit peu de détails sur les différents process. C'est la complémentarité, surtout entre Aurélien et moi, joue un grand rôle dans le succès général d'Electra. Alors aujourd'hui, on est 250 personnes, donc je pense que cette dualité, on va dire, infrastructure, industrie d'un côté, produit tech, brand de l'autre, elle fonctionne très très bien en fait. Donc quand on fait des levées de fonds comme ça, Aurélien a évidemment beaucoup d'expérience, il l'a fait par le passé, et ça s'est vu tout de suite, et ça nous a aidé à lever très vite sur le premier tour, c'est sûr. En fait, il y a un côté vision marché qu'Aurélien porte très bien, moi aussi, mais je trouve qu'Aurélien le fait très bien. Et il y a un côté pied dans la terre de l'ingénieur que je suis aussi, qui permet de rassurer. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a levé aussi vite, aussi bien, parce que derrière on délivre bien comme il faut avec les bons process. Et donc pour répondre à ta question, je pense que cette complémentarité-là a aidé beaucoup au succès d'Electra en général et en particulier dans les levées de fonds. Et comment j'ai appris ? Tout simplement en pratiquant. Et après c'est Aurélien, c'est moi, mais c'est aussi tout l'exco derrière, l'ensemble des équipes qui contribuent aux levées de fonds, et on a une super équipe. Je fais travailler mes étudiants à Sciences Po sur le business model Canva, un deck startup, et j'en ai un de mes étudiants que tu connais bien parce qu'il est aussi chez vous. Et là, dans 15 jours, ils doivent me faire le pitch deck d'Electra. Intéressant. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce pitch deck d'Electra, à part ce que tu viens déjà de me raconter ? Parce que tu vois, le hardware, c'est vrai que c'est quand même plus difficile à financer que des boîtes soft, des levées avec des fonds un peu d'infra comme ça, ou des structures de tour un peu hybrides, c'était pas la norme. C'était quoi le petit truc en plus qu'il y avait dans votre deck au-delà de l'équipe ? C'était la vision, c'était... Alors, tu parles, je pense, surtout du premier tour, VC. Je pense qu'il y avait... Alors la question, c'est la valeur ajoutée par rapport à ce qu'on est que un infrastructuriste, qu'est-ce qui fait qu'on a réussi à aller aussi vite, aussi bien. Donc il y a effectivement, je pense que ça joue énormément, le fait d'avoir une équipe, comme tu le disais, c'est important, d'avoir une équipe, une founding team et les premiers membres de l'équipe qui sont hyper pertinents, hyper motivés. Et ensuite, je pense que l'obsession, en tout cas le fonds principal qui a investi chez nous au premier tour, c'est Serena Capital. Il n'y a eu pas que, mais aussi First, mais c'est surtout Serena. Je sais que leur obsession, c'est investir dans une équipe qui est en capacité de bâtir une position quasi monopolistique sur un gros marché. Donc en fait, si tu regardes le marché de la mobilité électrique et de la recharge, il est très gros, il est complexe, il est très gros, très profond. Et à l'époque, il était quasiment exclusivement traité par des infrastructuristes et des énergéticiens. Et l'idée, c'est que, on le voit de toute façon dans la transformation des véhicules. Si tu veux parler après du véhicule que tu as acheté et de à quel point tu en es ravi, en tout cas de la partie recharge, ce serait intéressant. C'est des véhicules qui sont de plus en plus connectés. Et pour la recharge, doit prendre la même direction. C'est-à-dire que si on pense juste infrastructure, c'est important, il faut savoir le faire. Mais si on pense juste infrastructure, installer la bonne puissance, comme je disais tout à l'heure, faut déjà savoir le faire, mais c'est pas suffisant. Il faut injecter le mindset, l'état d'esprit, software, produit, se mettre à la place du client, développer une marque inspirante. Et en fait, il y a très peu d'acteurs qui savent le faire. Donc c'est votre vision 360 et le fait que vous sachiez gérer finalement tous ces aspects-là qui, tu penses, ont vraiment fait la différence ? Ouais, je pense que la complémentarité de la solidité infrastructure
Et la vision software-produit a beaucoup joué. Et typiquement, tu vois, ce qu'on a essayé de faire depuis le début, c'est garder ce qu'il y a de mieux du monde du produit de la tech, dans la manière de gérer l'entreprise, l'agilité, la vitesse de décision, l'importance de la marque, mais aussi ce qu'il y a de mieux du monde de l'infrastructure et de l'industrie, savoir monter une supply chain robuste, gérer la sécurité sur les chantiers. Et en fait, on avait une équipe incroyable dès le début pour une exécution au rasoir, ce qu'on a fait jusque-là. Donc pour le redire, vous avez levé 15 millions juin 2028. 28 juin 2021. Oui. Vous avez levé 27 millions 18 décembre 2023, mais c'était plutôt de la dette. Vous avez levé 160 millions 30 juin 2022 et 304 millions 15 janvier 2024. Oui, alors si tu veux, pour être bien clair, en fait, on a eu des levées de fonds en equity dans l'entreprise, donc dans Topco, la première de 15 millions d'euros en VC, la deuxième de 160 millions d'euros via plutôt des fonds d'infrastructure, pas que, mais qui était en juin 2022, et ensuite la dernière que tu mentionnais de 304 millions d'euros, c'est aussi en equity dans l'entreprise. Et ensuite, on a eu une série d'autres levées de fonds. Voilà, où on a monté des sociétés de projet type Assetco, sur lesquelles on a des co-investisseurs, type ADEM, etc., ADEM Invest ou Banque des Territoires. On a aussi fait du financement de projet avec de la dette en Belgique. On a aussi monté une joint venture en Suisse avec un fonds qui s'appelle EIP. Et si tu fais la somme de tous ces montants-là, y compris les subventions, parce qu'on a aussi capturé beaucoup de subventions. Là, tu as 770. On est à 770 millions. C'est comme ça qu'on y arrive. Bon, 2025, ça fait le milliard, c'est ça? Oui, absolument. Est-ce que tu as un enjeu, quand tu es une boîte comme Electra, d'atteindre quand même le break-even ou finalement, c'est pas trop l'objectif qui est fixé et discuté avec vos partenaires financiers? Alors, si, il y a toujours un enjeu de break-even et de rendement financier, même pour nous, c'est sûr. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, bien avoir en tête, c'est qu'on est sur un modèle d'investissement long terme. Donc là, on est vraiment dans un cycle d'investissement fort. Hein. Donc un capital qui est patient. Absolument, exactement. Et donc le break-even va arriver bientôt et il est en ligne avec ce qu'on avait prévu. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, les prévisions sont en ligne avec ce qui était prévu dans les levées de fonds. Donc il y a un enjeu, mais par contre, c'est pas du tout un enjeu de court terme. Okay. De toute façon, il faut bien se rendre compte. Hein, aujourd'hui, il y a à peine plus en France sur 39 millions de véhicules. Il y a à peine plus d'1 100 000 véhicules électriques à batterie en circulation. Donc les véhicules vont arriver. Et on voit bien que quand les véhicules vont arriver, les métriques vont changer, vont évoluer en ligne avec ce qu'on avait prévu. Et à ce moment-là, on arrivera au break-even. Tu m'as dit 1 100 000 sur 37 millions, c'est ça? 39, ouais. 39, ouais, donc à peu près 3% de véhicules électriques. Ouais. Et aujourd'hui, on a de la marge. En mars 2025, on aimerait bien que ce soit un peu plus élevé, mais ça viendra. À peu près 18% des véhicules neufs sont vendus en électrique. Ok. Il y a un sujet vraiment en ce moment qui me préoccupe, mais qui m'obsède, c'est la culture d'entreprise, que ce soit celle d'OVNI Capital ou celle des startups qu'on finance. Comment tu l'as géré dans ce cadre d'hyper-croissance? Comment tu recrutes bien 250 personnes en si peu de temps? C'est un super sujet et ça doit être la priorité du quotidien, parce que je pense que l'équipe qu'on a mis sur pied et qu'on continue à faire croître, c'est l'élément clé du succès, clairement. Alors comment on a fait ça? On a pas mal recruté nous-mêmes à la main au début. Ensuite, on s'est pas mal entouré de chasseurs de tête. Faut pas hésiter à aller chercher les bons talents. Et ensuite, tu parlais de recrutement et de culture. Très important d'avoir une équipe ressources humaines, people. Les équipes people, les équipes ressources humaines ne doivent pas faire seulement la paie, l'administration, etc., mais doivent être excessivement impliquées dans la réflexion stratégique de l'organisation, les organes de gouvernance, la mise en place de la culture. Et je remercie Marie, si tu m'écoutes, on est très heureux de t'avoir. C'est très précieux de mettre en place une équipe qui s'occupe de ça aux côtés des fondateurs et d'équipes dirigeantes. Je pense qu'après, il y a un effet d'auto-réalisation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a priorisé la qualité des profils, un certain type de culture... C'est quoi le type de culture alors? Alors nous, on a 3 valeurs principales. Okay. Alors, 3 tout court d'ailleurs, mais en fait, on pourrait en décliner plusieurs. C'est passion,
Ok. Simplicité, audace. Donc passion, je pense que c'est assez clair. Simplicité, ça m'interpelle. Ouais. Alors la simplicité, ça veut dire quoi, hein? Chez nous, ça veut dire que je parlais de la simplicité du produit tout à l'heure. Donc tout ce qui est sophistication, ça doit être traité derrière par nous. Par contre, à la fin, pour l'utilisateur, faut que ce soit simple. Donc c'est la même philosophie dans la culture de l'entreprise. C'est-à-dire que par exemple sur la manière de communiquer, il n'y a pas de verticalité, il n'y a pas de courbette. C'est simple, on se tutoie. Les réunions, il faut que ce soit efficace, qu'on prenne les notes. Il y a un moment, on en a eu un peu trop. Maintenant, on est plus efficace. Mais il y a un bon mix de culture d'écrit, d'oral. On fait des choses simples, normales. Par exemple, on insiste beaucoup dans le cadre de la simplicité sur la transparence. Donc, transparence radicale, c'est un nouveau concept? Oui. Genre, Okay. Par exemple, les notes du COMEX sont partagées avec toute l'entreprise. Les salaires, c'est assez... Alors non, radical, pas à ce point-là non plus. Pas, parce pas qu'après, comme Alan, ouais. Non, pas à ce point-là non plus. Okay. Donc c'est peut-être pas radical non plus, mais en tout cas, un bon niveau de transparence. Et après, l'audace, il faut bien se rendre compte, quand on a démarré, on était 3, et en face de nous, il y a Total Energy, EDF, etc. Donc tout petit versus des géants. Donc si on n'est pas audacieux, si on voit pas les choses en grand, go big or go home, si on teste pas des choses pour se différencier, si on n'a pas l'innovation dans notre ADN, on va pas y arriver. Et donc il faut être audacieux au quotidien, il faut prendre des risques business. Et c'est ce qu'on fait depuis le début. Et donc dans les profils qu'on recrute, en moyenne, en général, sont des profils à orientation entrepreneuriale, des profils qui sont passionnés, qui ont plein d'idées au quotidien, qui vivent Electra, qui respirent Electra. Et t'as la moyenne d'âge d'Electra? Aujourd'hui, la moyenne, c'est 33 ans. Ok. Écoute, je l'ai fait, moi, tout à l'heure. On n'est que 4 chez OVNI, ça va beaucoup plus vite. C'est 34 et demi. Ah bah, on n'est pas loin. Je parle pour les profils opérationnels. Heureusement, on bénéficie aussi d'actionnaires un peu plus âgés, comme Mathieu Stéphanie et autres, qui nous apportent, au-delà des cheveux gris, s'il m'entend, il va me tuer, des conseils, une expertise et pas mal de choses. Donc on disait moins de 3% ou à peu près 3% de véhicules électriques aujourd'hui. En France, ouais. En France. Beaucoup mieux en Belgique et dans d'autres pays autour sur lesquels on est aussi actif. C'est quoi les freins principaux à l'adoption aujourd'hui pour toi? Alors pour moi, c'est l'offre, les véhicules. C'est-à-dire que aujourd'hui, les véhicules commencent à être très qualitatifs. Il commence à y avoir des véhicules. Alors, je parle pas que de Tesla, qui a pas très bonne presse en ce moment. On voit que les ventes tombent beaucoup d'ailleurs. Mais au-delà de Tesla, c'est vrai que les véhicules, jusqu'à il y a pas longtemps, ils sont soit un peu limités quand même en autonomie et en puissance, soit un peu chers. Donc, il y a des véhicules qui coûtent 40-45 000 euros, qui ont une très bonne autonomie, qui chargent vite, mais ça reste des véhicules assez chers. Donc, aujourd'hui, ce qu'il faut réussir à faire, c'est, on va dire, la spec parfaite. C'est taille d'une Golf, 400-450 km d'autonomie, qui se charge en un quart d'heure, 20 minutes, capable de prendre 200 kW, et qui coûte à l'achat entre 28 et 32 000 euros. Et je suis pas fabricant automobile, donc je connais pas tout le détail des coûts, mais certains arrivent à le faire. Et je pense qu'il faut investir. Oui, et puis il y a une grosse partie du coût des véhicules électriques, c'est le coût des batteries. Et pour le coup, le coût des batteries a commencé à baisser beaucoup. Ça va continuer à baisser. Les densités énergétiques augmentent, donc le poids baisse. Tout ça, c'est bon pour l'autonomie. On a une nouvelle plateforme qui arrive, qui est une plateforme 800 volts, qui permet de charger quasiment 2 fois plus vite pour la même intensité. Donc notre réseau est prêt pour ça. Okay. Donc on a quand même beaucoup de belles choses qui vont arriver. Honnêtement, je trouve que ça va trop vite. C'est vrai? La recharge? Ouais, mon expérience quand je suis venu chez toi, c'est... T'arrives, en l'occurrence sur l'autoroute, tu branches ton truc, tu vas aux toilettes, tu prends un café, boum, c'est fini. Exactement. Et donc, moi, on m'avait dit, tu verras l'électrique, tu voyages différemment, il faut prendre le temps, etc. Et en fait, je trouve que ça va trop vite. Mais c'est génial comme témoignage. C'est exactement la même chose pour moi. Moi, je pensais avoir droit à faire mes petites pauses de 20-30 minutes. Moi, je suis... comme Julien Coulon, je fais des siestes, des 5-10 minutes, etc. Donc je pensais avoir l'occasion de faire mes siestes. J'ai même pas le temps de faire mes siestes, ça va trop vite. Entre ce moment où vous étiez 3 et finalement tu mets beaucoup les mains dans le cambouis et c'est toi qui design plein de choses, et aujourd'hui à 250 personnes, ton rôle il a changé 5 fois dans l'entreprise. Comment 5 fois c'est le bon nombre, 5 je fois. pense. Comment tu as abordé ces 5 transitions-là, et
quel conseil tu donnes à tous les entrepreneurs qui nous écoutent et qui vont être confrontés à cette phase un peu aussi de scale, peut-être dans des proportions un peu moins différentes, enfin, un peu moins importantes, mais ce que je veux dire, c'est que passer de 5 à 15, c'est un challenge, de 15 à 50, c'est encore un autre challenge. Comment toi, tu as traversé tout ça? Alors, tu parlais de 5 transformations, c'est vrai que c'est la sensation que ça donne, mais je pense qu'au final, la transformation, elle est quotidienne. C'est-à-dire qu'au quotidien, il faut se poser la question de son rôle et de comment l'organisation doit évoluer pour se préparer au coup d'après. Donc effectivement, au tout début, c'est les mains dans le cambouis, hein, tout le monde fait un petit peu tout en mode ninja. Après, on recrute, les gens se spécialisent et moi, mon rôle, il est encore un peu les mains dans le cambouis parce que j'aime ça. Et je trouve que c'est précieux d'être proche des opérations, de comprendre le business. Je pense que ça permet d'avoir des idées, ça permet de mieux gérer l'entreprise. Donc j'aime bien naviguer des moments où on réfléchit à la stratégie à des moments où c'est les mains dans le cambouis. Je pense qu'il faut savoir un des axes principaux, c'est se poser la question d'organisation. C'est-à-dire que en permanence, l'organisation, nous, elle a changé tous les trimestres. Donc, un de mes rôles principaux, ça a été et c'est toujours de penser à l'organisation pour l'étape d'après. D'oser la questionner, de la remettre en question, de la faire absolument. bouger. Et en fait, c'est assez marrant. Je pense que même si tu posais la question de la culture, en fait, ça fait partie de la culture maintenant. De réorganiser, de s'adapter, de changer le fonctionnement de la matrice centrale locale avec les pays et le HQ, etc. Et donc, je pense que, bon, pour ce qui est de mon cas, je pense que l'idée pour scaler sur 250 personnes, c'est de trouver les bons relais, les bons leaders, qu'on sait former à la culture de l'entreprise, au style de management qui correspond au leadership qu'on veut avoir, et eux-mêmes à les former à former les suivants. Okay. C'est du leadership assez classique, mais c'est hyper clé. Est-ce que dans toutes ces transformations, tu as eu des moments de flow, des moments de grâce, des moments où quand tu y repenses, tu as des espèces de frissons? C'est quoi tes meilleurs moments, les meilleurs souvenirs, si tu devais en retenir qu'un et le partager? C'est une super question. C'est difficile d'en choisir un parce qu'il y en a plein. Il y a tout le temps des Celui auquel choses. tu penseras sur ton lit de mort le plus tard possible, mais où tu te diras, ça c'était quand même incroyable, je sais pas. T'as pas ça? Oh bah si. En fait, il y en a plein. Hein. Il y a la première station qui respire. Il y a les moments où on fait la fête ensemble pendant les off-sites. Il y en a plein. Mais alors j'ai envie de dire, c'est marrant, c'est ce à quoi je suis peut-être le plus sensible. C'était pas hier, ça fait quelques mois maintenant, mais quelqu'un est venu me dire, soirée de Noël, donc c'était il y a pas longtemps, est venu me dire, écoute, je pense que la personne avait bu un petit verre de champagne, c'est parfait, est venu me dire, écoute, il faut que je te dise, Julien, depuis que je suis chez Electra, je revis. Et alors ça me met les larmes aux yeux. Okay. C'est hyper important. Donc il y a le côté leadership, aventure. En fait, je pense que si les employés se sentent bien, le business suit, les clients sont contents. Moi, je le pense beaucoup comme ça. Et donc, évidemment, il y a des milestones financiers hyper importants. Il y a évidemment aussi la levée de fonds de 300 millions d'euros qui était quand ça a été closé, ça a été un moment incroyable. Mais je pense que ce pourquoi je me lève le plus le matin, c'est vraiment le bonheur des gens qui travaillent chez Electra. C'est ça ton drive et ce qui te donne, toi, le plus d'énergie aujourd'hui? Ouais. Je pourrais en parler de plein d'axes, mais je pense que s'il faut en choisir un, c'est celui-là. Cool. Écoute, merci de le partager. C'est une question que j'ai assez rarement posée, mais je sais pas, elle est venue comme ça. C'est une bonne question, je l'ai pas si simple, mais je l'ai trouvée intéressante. Ne me la pose pas en retour, je suis incapable d'y répondre. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à des entrepreneurs qui voudraient se lancer en France, dans la tech, dans la deep tech, dans l'infra? C'est quoi le conseil le plus important pour toi? Faites-le si vous avez très envie. C'est-à-dire que faut pas être entrepreneur parce que c'est cool d'être entrepreneur. Il faut le faire parce que vous êtes passionné, parce que vous avez envie, parce que le matin, vous allez vous lever pour le faire. Et que, je donne un exemple, hein, ça va être dur. En fait, ça va être dur, ça va secouer, ça va être... c'est comme... moi, je le compare souvent à l'alpinisme, j'en fais un petit peu, j'adore la montagne. Donc,
Pourquoi certains aiment la montagne, pourquoi certains aiment autre chose, j'ai pas de réponse à ça. On est construit comme ça. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu comme l'alpinisme ou certaines des passions. Ça va être difficile, mais ça va être génial si vous le faites pour les bonnes raisons qui sont que vous avez envie. Donc, en gros, il faut quand même pas faire n'importe quoi. Donc, il faut se poser la question du marché. S'il y a un marché, même si, en gros, l'idée que vous avez, elle est très peu différente de ce que font certains autres. Si vous avez un angle un peu différent et que vous savez que vous allez exécuter hyper bien l'exécution et que vous avez très envie, que vous avez le feu, que vous savez transmettre votre motivation, votre envie, la mission, c'est du leadership aussi autour de vous, il faut y aller. Tu parles de moments durs. Effectivement, moi j'en fais aussi un peu d'alpinisme. Je crois que je t'avais partagé la Meije et d'autres sommets que j'ai fait un peu comme ça. Pareil, si tu devais retenir un moment particulièrement dur où tu as douté de toi, des équipes, c'est quoi le pire moment d'Electra sur les 4 dernières années? Alors là, encore plus dur celle-là comme question parce qu'il y a énormément de choses positives qui se passent chez Electra. Je pense qu'il y a eu un gros appel d'offres avec des centaines de sites sur lesquels on comptait beaucoup au début. Okay. Et on s'est dit, si ça s'est fait, il n'y a plus qu'à exécuter et on l'a pas gagné. Et c'est vrai qu'il a fallu quand même quelques semaines pour se remettre. C'est pas grave. Et finalement, d'ailleurs, plusieurs années après, je pense que c'était une bonne chose. Parce que sinon, on aurait eu quasiment un seul partenaire. Et finalement, on en a plein et c'est mieux en termes de robustesse. Ouais, mais sur le moment, c'est vrai que ça a été difficile. C'est un coup dur. Ouais, elle n'était pas dans la trame des questions, mais, non, mais c'est on n'est pas obligé de respecter toujours le script. Ouais. Par rapport à mon associé Mathieu, quand même, je respecte particulièrement les questions que j'envoie à mes invités parce que des fois, c'est moi qui fais les scripts de Mathieu et en fait, il respecte aucune des questions qui sont dans le script. Donc, j'essaye quand même de m'y tenir. Écoute, on arrive quasiment sur la fin de l'épisode. C'est quoi les principaux défis pour vous, toi à titre personnel, pour Electra, et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans les prochaines années? Alors, les principaux défis, on en parle beaucoup, on est assez vocaux là-dessus en ce moment, c'est d'améliorer l'opinion publique sur le véhicule électrique. C'est-à-dire que sur les dernières années, quand on a commencé, et même l'année dernière, c'était plutôt positif. C'est-à-dire il y a toujours des gens qui sont pour, des gens qui sont contre. Mais en ce moment, il y a quand même une petite musique de fond anti-véhicule électrique pour des raisons complètement irrationnelles, selon moi. Et en fait, nous, on est pure player, on déploie un réseau. On investit des centaines de millions d'euros pour déployer un réseau. Et c'est une jambe hyper importante pour contribuer au développement de la mobilité électrique, qui, elle, est très vertueuse en termes d'impact environnemental, on peut en débattre, mais quand on connaît les vrais chiffres, c'est très, très positif. Donc, je pense chez Electra, on est bien financé. On a une super équipe. On a un bon business model. On exécute très bien. Ce qu'il faut maintenant, c'est que l'opinion publique évolue positivement sur les véhicules électriques. Et ça contribuera aussi d'ailleurs au développement de bons véhicules électriques. Comme je disais tout à l'heure, il y a un sujet d'offre. Donc ce qu'on peut se souhaiter, c'est que les OEM, donc les fabricants automobiles européens, soient capables de produire quelques véhicules avec des super specs, pas trop chers dans les mois et années à venir, et que l'opinion publique évolue positivement. Et on va œuvrer dans ce sens. À l'heure où on enregistre, on est le lendemain de l'allocution d'Emmanuel Macron, avec beaucoup de choses qui bougent sur la géopolitique et les relations diplomatiques internationales. Je pense qu'il va y avoir un nécessaire réveil et sursaut européen et qui va aller quand même, à mon avis, en ce sens. Je pense aussi et je l'espère. Écoute, on est le 6 mars et tout à l'heure, je suis passé acheter un livre qui a été écrit par Marie Houtier. Je le montre à la caméra et qui s'appelle Exit. Et qui va être justement mon livre de chevet dans les prochains jours. Mathieu l'a reçu sur Génération Do It Yourself. De ton côté, est-ce que il y a justement un livre, un ouvrage qui t'a plu particulièrement ces dernières années et que tu veux recommander aux
aux gens qui nous écoutent ou qui nous regardent? Oui, un livre qui m'a beaucoup aidé, ça s'appelle Ninja Innovation de Gary Shapiro, qui est toujours un bon rappel sur la différenciation, la différence entre les startups, les organisations agiles. Et bon, on n'est pas très gros chez Electra, on est 250, mais on est quand même maintenant une PME. Et c'est vrai que rester agile avec cette approche ninja, c'est quand même très différenciant, très utile, et donc je recommande la lecture. Bon, il y a les ovnis et il y a les ninjas. Merci Julien, je suis vraiment ravi d'avoir enregistré cet épisode avec toi. Je te souhaite plein de bonnes choses et puis à très bientôt. Merci tout le monde pour vos écoutes, vos commentaires. J'espère que cet épisode avec la pépite Electra vous aura plu. À bientôt. Merci Arnaud.